Allez, on va se pencher maintenant sur l'avenir de l'Ukraine, mais aussi de l'Europe. Deuxième conversation informelle, ce sont les mots de l'Elysée, donc depuis l'Elysée, ce sera dans 1 heure, mais cette fois avec un casting entre guillemets différent, puisque l'Elysée intègre à la conversation des pays qui n'étaient pas invités lundi dernier. On en parle avec nos invités. Michel Fayet, bonjour à vous. Vous êtes analyste politique, spécialiste de géopolitique. André Lescroux-Pietri, bonjour à vous. Bonjour. Directeur de la Joint European Disruptive Initiative et spécialiste des questions européennes. Avec nous également à distance Yves Doutrillo, bonjour, ancien ambassadeur de France à l'OSCE et représentant permanent adjoint de la France à l'ONU. Évidemment, Hugues Huette pour m'accompagner sur l'international. Bonjour à tous les quatre. On prend d'abord la direction de l'Elysée. Éléonore Bailly va suivre l'événement pour France Info. Peut-être que cette fois, Éléonore, les intérêts des pays plus à l'Est seront davantage représentés que la dernière fois. Eh bien effectivement, après avoir reçu les poids lourds lundi dernier, Emmanuel Macron va s'entretenir avec d'autres membres de l'Europe, et cela fait suite à certaines protestations justement des membres de l'Union européenne, particulièrement de la Hongrie, dont le président, je cite les mots, avait dénoncé lundi un sommet de dirigeants frustrés, pro-guerre et anti-Trump. Donc beaucoup de membres de l'Europe du Nord, la Finlande, la Norvège, les Pays-Bas notamment, mais pas que. Il y aura également des pays hors Union européenne, il y aura notamment le Canada, et c'est pour ça que cette réunion, elle doit surtout avoir lieu en visio. Il n'y a que le président de Roumanie, par intérim, qui lui sera là en présentiel. Comme lundi, les pourparlers, ça va surtout être de discuter de la sécurité de l'Europe, et puis surtout du sort de l'Ukraine. Pas question de laisser la Russie et les États-Unis se partager ce qu'il faut faire de ce pays en tête-à-tête. Et si depuis lundi, il y a un consensus qui s'est fait jour sur le fait que la Russie représente un risque existentiel pour l'Europe, en revanche, la réponse à apporter à cette question, elle n'est pas unanime. En clair, est-ce qu'il faut envoyer des troupes au sol en Ukraine? Du côté de la France, c'est non. Emmanuel Macron a dit qu'il n'y a pas question d'envoyer de soldats sur le sol en Ukraine. Emmanuel Macron qui a d'ailleurs prévu de réunir dans les prochains jours les groupes parlementaires ainsi que les partis pour dresser avec eux l'état des lieux de cette situation et les initiatives à mettre au jour pour la France. Merci Éléonore Bailly. On suivra donc à partir de 15h45 l'arrivée à l'Elysée du président roumain par intérim. Hugues Huette, est-ce qu'on est clairement, est-ce qu'il faut le lire comme ça, on est dans une réunion de rattrapage ou pas? Oui, un petit peu. C'est vrai qu'il y a eu une forme de maladresse, mais qu'on peut assez bien comprendre de la part de l'Élysée. Il s'agissait de réunir effectivement les pays qui comptent, les pays qui ont un poids, qui auront un poids dans le règlement de la question ukrainienne, en tout cas côté européen. Je rappelle, il y avait dans cette réunion de lundi le Royaume-Uni, qui certes ne fait pas partie de l'Union européenne, mais qui a une armée quand même tout à fait à la hauteur. Il y avait bien sûr l'Allemagne, il y avait aussi des pays plus petits comme le Pays-Bas ou le Danemark. Le Danemark qui représentait ces pays du Nord qui ont justement manifesté un petit peu leur mécontentement, parce que c'est vrai que les pays baltes sont en première ligne dans cette histoire, que si un jour il doit y avoir une offensive militaire de la Russie à l'encontre de l'Union européenne, eh bien les pays baltes sont véritablement en première ligne. Et puis il y a d'autres pays aussi qui avaient manifesté un petit peu leur désappointement. Il y a la Roumanie qui partage quand même une frontière de plusieurs centaines de kilomètres avec l'Ukraine, qui est vraiment à proximité des combats. Il y a eu parfois des éclats d'obus, de choses comme ça qui sont tombés sur le territoire roumain. Et c'est vrai que les Roumains se sont très investis dans la défense de l'Ukraine. Il y avait aussi la République tchèque, par exemple, dont on sait que le président s'était beaucoup investi pour récupérer, entre guillemets, des obus de 155 mm qui manquaient à l'armée ukrainienne. C'est des obus de 155 mm, ce sont des formats ex-russes, donc c'est ce qui manquait aussi aux Ukrainiens. Donc voilà, c'est un peu une session de rattrapage, mais c'est vrai, alors on ne va pas non plus faire injure à certains pays, mais c'est vrai que la Grèce, malheureusement, elle compte quand même relativement peu dans ce qui pourrait se produire en Ukraine, dans le déploiement éventuel de forces terrestres pour soutenir l'Ukraine dans son cessez-le-feu ou sa paix. Donc voilà, oui, c'est vrai que c'est une mécanique lourde, 27 pays membres qui n'ont pas forcément le même poids, qui ont des avis divergents. On souligne, et Éléonore le soulignait à l'instant, que la Hongrie, par exemple, avait fait part de son mécontentement. La Hongrie n'est pas invitée, comme la Slovaquie. C'est-à-dire que les gêneurs, entre guillemets, les pro-russes, entre guillemets, ils ne sont pas invités parce que c'est vrai que leur voix, on n'a pas tellement... en tout cas, l'Élysée n'a peut-être pas tellement envie de les entendre. On la connaît, en tout cas. André Lescroux-Pietri, on est dans une réunion de rattrapage ou pas? Je sais que vous aviez lundi relevé ces absences.
Donc là, on est sur Oui, alors ce qui est sûr, c'est que c'est important d'avoir les pays baltes qui, je pense, ont un poids absolument majeur puisqu'ils sont en première ligne. Une chose, il y a cette fameuse phrase que l'Europe n'avance que dans les crises. Eh bien, moi, j'ai quand même un peu l'impression qu'aujourd'hui, l'Europe a manqué de préparation à cette crise. C'est quand même assez incroyable qu'on se trouve à imaginer le bon format pour avoir une coordination efficace au niveau des pays européens en plein milieu de la crise. Donc là, il y a quand même une vraie question que je me pose sur l'anticipation de tout ce qui s'est passé, qu'on aurait pu voir venir déjà. On pouvait vraiment anticiper que bien sûr, ça allait faciliter certaines choses. Ça fait 2 mois déjà que Donald Trump dit clairement ce qu'il veut faire, et ça fait quand même également 3 ans qu'on sait qu'on va avoir une guerre d'attrition et qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir des voix très fortes pour réclamer un règlement rapide de cette crise. Donc là, on a une Europe qui manque de stratégie, je pense qu'on en reparlera, mais qui également, dans la tactique, aujourd'hui, est en train de se trouver en plein milieu de... Et c'est jamais bon d'essayer d'improviser au cours de la crise. Donc, j'espère que les décisions qui en sortiront seront meilleures que, on va dire, le processus utilisé. Michel Fayad, pour vous, c'est du rattrapage ou pas? Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'en fait, il y a carrément 3 ans de retard. L'Europe aurait dû se préparer depuis longtemps à ce qu'il y ait à un moment donné un arrêt des combats ou en tout cas une négociation. Et l'Europe aurait dû être le moteur de cette négociation. Et on trouve quand même cela dommage. En réalité, en diplomatie, il y a ce qu'on appelle le back-channel diplomatie, c'est-à-dire la capacité pour un pays d'avoir une diplomatie qui est officielle avec les positions officielles et une diplomatie qui est capable aussi d'aller discuter avec l'ennemi, avec l'adversaire, pour maintenir des ponts et négocier le moment venu. On a l'impression aussi que l'Europe, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des pays qui ont choisi le camp russe, des pays qui ont choisi le camp ukrainien, mais il n'y a personne qui a maintenu réellement le contact avec l'autre. Ça a été reproché à Emmanuel Macron, en tout cas, pendant un moment. Il l'avait bien fait au démarrage. Quand il est parti à Moscou, moi j'étais assez favorable, c'est-à-dire que maintenir la relation, maintenir les liens et peut-être jouer un rôle à la place de Trump. En fait, si Macron avait maintenu ce contact, il aurait pu être à la place de Trump aujourd'hui en train de négocier. Et à l'Élysée, il y aurait Zelensky et Poutine et la négociation se ferait à Paris. Aujourd'hui, avec la France, le Royaume-Uni et les autres États qui ont été un peu suiveurs des États-Unis sur le dossier depuis 3 ans, tout simplement, ils ne pèsent pas, ils ne comptent pas. Et là, on parle de 2022, mais en réalité, comme on le sait, tout a commencé dès 2014. Donc, dès 2014, l'Europe aurait pu se préparer, l'Europe aurait pu mettre en place un processus de négociation, un plan B, c'est-à-dire par rapport à la guerre. C'est bien de se renforcer et c'est très important. Et je suis d'accord avec ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est le moment où l'Europe doit aussi pouvoir se renforcer d'un point de vue militaire, d'un point de vue politique, diplomatique, pour peser et devenir une véritable puissance, ce qu'elle n'est aujourd'hui pas. Yves Doutrillo, sur cette question du casting, je disais entre guillemets, des pays présents ou en tout cas qui seront sur cette visioconférence aujourd'hui à l'Élysée, c'est normal qu'il y ait eu une frustration jusque-là. Et est-ce que ça peut apporter vraiment quelque chose de différent de ce qui est ressorti des discussions de lundi ? Oui, puisque c'est pas tout à fait le même cercle. On a voulu élargir, inviter des pays qui n'étaient pas invités la veille. Alors, simplement, je voulais réagir par rapport à tout ce qui a été dit. L'Europe aurait-elle dû être le moteur de la négociation? Mais en fait, dès 2022, c'est la politique de sanctions qui a été retenue, pas seulement par l'Europe, mais par l'Europe et les États-Unis. On a même, je reviens vers vous dans une minute, juste le temps d'écouter la réponse de François Bayrou en ce moment en direct au Sénat à une question justement sur la guerre et sur l'Ukraine. Qui ont exprimé si longuement et avec autant de ferveur l'adhésion des parlementaires français et particulièrement du Sénat au soutien à l'Ukraine dans les moments où cette Ukraine est si profondément agressée physiquement et historiquement. Et en effet, ce que vous avez noté, Monsieur le Président Patriat, n'est que la suite de cette séquence qui s'est ouverte il y a maintenant 3 ans par l'agression délibérée, absolument injustifiée de la Russie de Poutine sur l'Ukraine. Cette date a marqué un renversement du monde. On avait vécu, en effet, vous l'avez dit, depuis la guerre,
avec l'idée, peut-être certains diront l'illusion, de ce que la planète serait désormais régie par le droit, qu'aucun des grands pays ne s'attaquerait à la stabilité des frontières et qu'une loi internationale permettait à chacun de trouver son développement et une certaine idée de l'avenir stabilisé. C'est cela qui a été renversé par Poutine, à quoi se sont joints un certain nombre d'autres très grandes voix internationales, et hélas, auquel s'est jointe la voix du 47e président des États-Unis, élu dans les circonstances que l'on sait et sur un discours qu'on a entendu. Il y a là une double inquiétude, et plus qu'une inquiétude, un double sentiment de désarroi. D'abord parce que l'Ukraine semble abandonnée par l'accord du principal pays de l'OTAN qui promettait de défendre ce droit, avec l'agresseur contre les agressés, avec l'agresseur avec qui il entre en dialogue pour se partager la zone, semble-t-il, contre les victimes. Et il est vrai que l'Europe a vécu elle aussi dans cette illusion. Notons, si vous voulez bien, que la France a été au travers du temps, depuis le général de Gaulle, sur une ligne qu'elle a constamment défendue, qui est celle de notre autonomie dans cet équilibre du monde. L'idée que beaucoup de dirigeants français au travers du temps ont défendue, que c'était de nous que dépendait au bout du compte notre liberté et notre indépendance. Et donc ce moment historique que nous sommes en train de vivre, ce basculement du monde que nous sommes en train de vivre, il invite à deux déterminations, deux volontés. La première des volontés, c'est que nous avons à construire l'Europe que nous avons à peine esquissée, et ça va demander beaucoup d'efforts. Et deuxièmement, la certitude que c'est la France qui porte la première responsabilité dans une Europe qui se cherche. Elle l'a fait depuis toujours, et c'est donc de sa vitalité, de sa prospérité et de son unité que dépend en partie l'avenir de l'Europe et l'avenir de l'Ukraine que nous aimons. Merci. La parole est au président Claude Malhuret pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Michel Doutrillo, François Bayrou parle d'un renversement du monde. Vous êtes de cet avis ? Effectivement, c'est un bouleversement, puisque le président américain dit d'une part qu'il ne veut plus que les États-Unis soient le policier du monde, et d'autre part, visiblement, il privilégie les contacts avec la Russie, peut-être plus tard la Chine, plutôt que l'Europe. Et ça a des conséquences sur l'OTAN, le fonctionnement de l'OTAN, la relation entre les États-Unis et l'Union européenne, pas seulement d'ailleurs sur le plan de la sécurité, mais aussi sur le plan commercial. On n'a pas oublié les menaces d'augmentation des droits de douane, les critiques aussi contre les réglementations européennes en matière de numérique, notamment portées par M. Musk. Donc, on va vers des relations très tendues entre les deux piliers de l'Alliance Atlantique. Donc, il faut... Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. On aurait pu s'y préparer plus tôt. Vos deux interlocuteurs sur le plateau le disaient, puisqu'après tout, M. Trump, pendant toute la campagne électorale, avait tenu des propos assez clairs sur ce qu'il voulait faire avec l'Ukraine. Il avait même dit « en 24 heures, je peux m'arranger avec M. Poutine ». Et tout à fait d'accord avec ceux qui pensent que l'Europe aurait dû se préparer plus tôt. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas résolu la difficulté. C'est que maintenant, on est confronté avec des discussions qui vont avoir lieu assez vite, après ces premières rencontres de Riyad d'hier entre Lavrov et Rubio. Mais il va y avoir un contact assez rapidement, d'après le président Trump lui-même. Et se pose la question de l'ouverture de discussions russo-américaines sur le cessez-le-feu, l'arrêt des combats en Ukraine, sans les Ukrainiens et sans les Européens, alors que les Européens se sont évidemment beaucoup impliqués
Alors on peut le regretter ou pas. L'un de vos participants sur le plateau disait que on aurait dû continuer à garder des contacts avec la Russie. Bon, c'est pas le choix qui a été fait lors de l'invasion. Comme l'a rappelé monsieur Bayrou, il y a bien un pays qui a envahi l'autre, qui a violé le droit international, et l'Union européenne et les États-Unis de Biden à l'époque ont choisi leur camp. Donc quand on choisit son camp, qui est le camp du droit international, on n'est pas forcément le mieux placé pour jouer un rôle de médiateur, et traiter de manière égale Moscou. François Bayrou aime bien vous couper la parole parce qu'il répond cette fois à une question sur la défense européenne. Donc on l'écoute. Seul, notamment dans la dernière décennie, à porter l'idéal d'une Europe qui s'unirait pour exister. Parce que vous avez à très juste titre dit que nous serons seuls, mais la question la plus fondamentale, c'est serons-nous nous-mêmes, accepterons-nous l'Europe, voudrons-nous, choisirons-nous d'exister? L'interrogation to be or not to be, elle n'a jamais été aussi actuelle que dans les jours qui viennent de s'écouler et dans les jours qui viennent. Alors vous avez dit que faire, quel est le plan? Je pense que le plan, il repose en partie sur la volonté politique et la volonté de construire une défense qui ne dépende pas des autres, quels que soient les autres. Et vous savez tout ce que technologiquement et numériquement cette affirmation suppose. Donc c'est la première chose. Et deuxièmement, est-ce que l'Europe sera forte? Et c'est une question qui se pose en particulier économiquement. Je ne crois pas qu'on puisse en rester à une situation si déséquilibrée, qu'on voit toute la croissance de l'autre côté de l'Atlantique et toute la stagnation chez nous, avec un puissant soutien aux États-Unis de la Banque centrale américaine, la Fed, et une prudente réserve de la Banque centrale européenne. Je pense que nous sommes tous placés devant une réalité qui se pose, comme vous l'avez rappelé, sur les investissements militaires, mais qui existe sur l'ensemble de notre économie quand on voit la captation que les États-Unis ont depuis longtemps favorisée, organisée, ajoutant une puissance monétaire sans comparaison à une capacité de croissance entièrement soutenue technologiquement, industriellement et fiscalement. Et donc ces questions sont des questions purement et simplement existentielles. Le moment vient, les jours approchent, peut-être les minutes, où nous allons avoir en citoyens responsables à répondre à ces questions. Merci beaucoup. La question suivante est à Madame Mireille Jouve. Voilà donc ces autres mots de François Bayrou, le Premier ministre, une défense quels que soient les autres, une défense qui ne dépendrait pas des autres, et puis ce renversement du monde, vous adhérez à ces propos ou pas ? Alors, je regrette amèrement qu'on n'ait pas eu la question de Claude Malhuret, qui est toujours absolument savoureux quand il pose des questions au Sénat, entre deux interventions du Premier ministre. Il y a une chose que je reprends de ce que dit le Premier ministre qui me semble absolument essentiel, c'est le mot « il va falloir faire des efforts conséquents ». Et je pense que s'il y avait une chose, pour répondre à notre collègue qui est en ligne, qu'il fallait faire depuis 3 ans, c'est préparer les populations. Aujourd'hui, et d'ailleurs, on le voit même sur ces deux discussions, finalement, il y a assez peu... À quoi? Que ça ait des conséquences sur le niveau de vie des Français? Sans dramatiser qu'on est véritablement aujourd'hui dans des moments existentiels. Je veux dire, le fait que, pour la première fois, il y a eu une guerre d'agression absolument majeure par une puissance, comme on dit, dotée, c'est-à-dire de l'arme nucléaire, face à un autre pays, ça remettait en cause tout l'ordre de la Deuxième Guerre mondiale, et on aurait dû se préparer. Les 3 choses que je relève qui, pour moi, manquent, c'est on est dans la tactique aujourd'hui, que ce soit dans l'organisation de ces rendez-vous, que ce soit ce qu'a fait l'Europe en parallèle, qui est le 16e train de sanctions. C'est-à-dire, chaque fois, c'est la stratégie du saucissonnage, quoi. Hein. Mais où est la stratégie? Mise en œuvre lundi, je crois. La deuxième chose que je n'aime pas beaucoup, alors que je ne suis pas non plus un fan absolu de la puissance américaine, c'est le petit discours anti-américain qu'on vient d'entendre sur « nous sommes dépendants », notamment sur le digital, sur le numérique. Aujourd'hui, il ne faut pas se tromper d'adversaire.
nos adversaires. Pourquoi c'est anti-américain de dire ça, de dire qu'il ne faut pas dépendre des autres et quels que soient les autres? Certes, mais enfin, tout ce qu'il citait était quand même un sujet sur la technologie digitale et numérique américaine. Je pense qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi. L'ennemi aujourd'hui pour nos systèmes humanistes, démocratiques, c'est les pays autoritaires. La Russie, le Parti communiste chinois. Ça, c'est peut-être la deuxième chose. Et la troisième chose, et là je mets un petit peu le pied dans le plat, il faut qu'on arrête, justement pour mobiliser nos citoyens, d'avoir ce petit discours gaullien qui est de dire « nous sommes indépendants ». Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, nous avons un renversement complètement de la doctrine. Parce que le « nous » n'est pas que français, il est européen. Nous ne sommes pas du tout indépendants. Aujourd'hui, on aurait à subir une guerre d'agression telle que celle que mène la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. Certains disent qu'on tiendrait 4 jours, d'autres diraient 5 jours, parce qu'on n'a pas assez de munitions, parce qu'on n'est pas prêt à des guerres de haute intensité. Il ne s'agit pas de se flageller, mais il s'agit d'être honnête et réaliste. Si on veut avoir une stratégie, il faut être réaliste. Aujourd'hui, notre dissuasion qui semble Aujourd'hui, il faut investir plus. Mais surtout, on semble être totalement protégé des guerres d'agression à cause de notre puissance nucléaire. Mais aujourd'hui, l'Ukraine montre, et l'attitude agressive de la Russie montre qu'en fait, on a des puissances qui n'hésitent pas à attaquer sur le domaine conventionnel, alors qu'il y a quand même une menace nucléaire qui plane. Donc il faut vraiment être réaliste et en tirer toutes les conséquences, notamment sur notre économie de guerre. Hugues ? Oui, notre invité disait, à propos du discours de François Bayrou, il ne faut pas se tromper d'adversaire. Les États-Unis ne sont pas forcément notre adversaire, et on entend effectivement monter cette petite musique anti-américaine. Je crois que c'est tout simplement Donald Trump qui est en train de se tromper d'adversaire. Il désigne comme adversaire, dans des termes assez crus, Volodymyr Zelensky, en disant qu'il n'a... que c'est lui qui a déclenché la guerre. Exactement. C'est quand même un renversement de l'histoire assez incroyable. En tout cas, c'est tout à fait le discours tenu par les Russes depuis des années, donc discours que Donald Trump endosse avec une certitude quasi absolue. Et puis, l'Europe n'est pas non plus supposée être l'adversaire des États-Unis. Donc voilà, il y a un renversement complet d'alliance, ou en tout cas de positionnement, et c'est ça qui inquiète et surprend tout le monde. D'ailleurs, j'en veux pour preuve les propos que vient de tenir Vladimir Poutine. Il dit qu'il évalue positivement cette rencontre entre Russes et Américains, qu'il faut restaurer la confiance avec les États-Unis, etc., etc. Enfin bon, voilà, Vladimir Poutine, il ne pouvait pas trouver meilleur ami en ce moment que Donald Trump pour le remettre en selle, pour que la Russie développe son narratif que l'on connaît fort bien depuis de nombreuses années. Donc bref, voilà, il a un ami dans la place. Alors est-ce la fin des alliances? Est-ce un renversement d'alliances? Écoutez, enfin, vous voyez ce résumé peut-être avec les propos retenus ces 24 dernières heures, c'est avec Maxime Laurent. Alors que la Russie et les États-Unis ont décidé de discuter seuls sur la question ukrainienne en Arabie Saoudite, pour Jean-Yves Le Drian, c'est très clair. Tout se présente comme si nous étions dans une espèce de renversement d'alliance. C'est une préoccupation lourde pour nous, Européens, et pour les Français en particulier, parce que c'est notre sécurité qui est mise en cause. Donald Trump, lui, assume de négocier seul avec Vladimir Poutine et affirme même désormais que l'Ukraine est à l'origine du conflit. Je pense que j'ai le pouvoir d'arrêter cette guerre et je pense que ça se passe très bien. Mais aujourd'hui, j'ai entendu « Oh, on n'était pas invités. Vous étiez où pendant 3 ans? Vous n'auriez jamais dû la commencer et vous auriez dû trouver un accord. » Le nouveau président américain se montre de plus en plus critique vis-à-vis de l'OTAN. Cette alliance fondée en 1949 en pleine guerre froide vise à répondre à toute attaque sur le sol de l'un de ses États membres. Aujourd'hui, 30 pays du continent européen alliés au Canada et aux États-Unis. Une organisation au budget de 4,6 milliards d'euros en 2025, financée à 70% par les États-Unis. Le gouvernement américain met aujourd'hui la pression sur ses alliés et leur réclame une contribution plus élevée, de 2 à 5% de leur PIB. Nous pensons qu'il est important, dans le cadre d'une alliance commune, que les Européens renforcent leur défense, pendant que l'Amérique se concentre sur les régions du monde qui sont en grand danger. Alors comment l'Europe peut-elle rester à la barre face aux deux blocs russes et américains? Renforcer l'Europe au sein de l'OTAN, ce sont des moyens, bien sûr, des capacités, avec des stratégies, mais c'est aussi une vision. Et je crois que c'est le moment pour nous de reprendre le contrôle de l'OTAN. Avec notamment un projet défendu depuis longtemps par Emmanuel Macron pour s'affranchir du bouclier américain,
celui d'une défense européenne renforcée. Yves Doutrillo, l'Europe a les moyens de reprendre, entre guillemets, le contrôle de l'OTAN ou pas? Alors bon, on a fait un certain nombre de progrès depuis l'invasion russe, mais on part de loin. C'est vrai, la critique américaine, elle est ancienne. Les Européens ne font pas assez pour leur défense. On a profité des dividendes de la paix depuis la fin de la guerre froide. On a réduit progressivement nos budgets militaires par rapport au PIB. Et depuis cette invasion russe, on voit qu'un certain nombre de pays européens, dont l'Allemagne, mais aussi la France avec la loi de programmation militaire, la Pologne, les pays baltes, font maintenant des efforts en matière de défense. Mais on est encore très loin du compte, puisqu'on est tout juste à 2% et non pas 3 ou 4%. Alors simplement, on dépense beaucoup, mais d'une manière dispersée, puisqu'il n'y a pas d'armée européenne. Donc ce sont 27 budgets militaires distincts, et c'est difficile de faire la compétition par rapport à un seul budget militaire, qui est le budget militaire américain. Donc il y a des prémices de progrès, mais il y a énormément de travail à faire, et on ne va pas résoudre ça en l'espace de quelques mois, c'est bien évident. Alors au moins la France avait quand même alerté les partenaires. Je me souviens d'un discours de Macron à Bratislava en 2023, je crois que c'était vers le mois de mai, où il disait, c'était à l'époque du président Biden, nous ne savons pas qui sera le prochain président américain, et de toute façon, quelle que soit l'hypothèse, nous devons être davantage autonomes. Bon, on l'a dit, alors on n'a pas pour autant établi une économie de guerre comme l'a fait M. Poutine ou comme l'a fait M. Zelensky. Et c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit précédemment sur le plateau, c'est qu'on n'a pas préparé les opinions publiques à l'idée d'une menace existentielle sur l'Europe à partir de l'invasion par la Russie de l'Ukraine. Donc il y a tout un travail vis-à-vis des opinions. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est un peu décontenancé, on tient des réunions. Il faut bien voir qu'ici c'est en dehors du cadre de l'Union européenne, encore une fois, puisqu'il n'y a pas encore véritablement, il n'y a pas d'armée européenne. Donc c'est des petits groupes. Vous avez vu qu'il y a le Royaume-Uni qui est invité, le Canada, qui à ma connaissance ne sont pas des pays membres de l'Union européenne. Donc si un jour il fallait apporter une garantie de sécurité à l'Ukraine, dans le cadre de ces discussions russo-américaines, eh bien, ce ne serait pas l'Union européenne en tant que telle, ce serait quelques pays bien dotés. Alors, on a parlé du Royaume-Uni, peut-être de la Pologne, peut-être de la France, même si le président Macron, pour l'instant, a écarté cette hypothèse. Mais peut-être que dans les mois qui viennent, on peut envisager d'apporter une garantie à l'Ukraine, qui, par ailleurs, je le rappelle, est candidate pour entrer dans l'Union européenne. Michel Fayad, il y a une chance que l'Europe arrive, avec tous ses membres qui sont dans l'OTAN, à créer un vrai pôle Europe de l'OTAN pour avoir un peu plus de pouvoir, je ne sais pas. Au jour d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, avec la Hongrie et la Slovaquie qui ont une position qui n'est pas la même que d'autres pays. Il y a également le fait que la Grande-Bretagne ne soit plus dans l'Union européenne, et on sait qu'avec la France, c'était les deux pays qui comptaient en termes de défense. L'Allemagne est quand même en deçà d'un point de vue militaire. Et il y a quand même aussi cette idée que l'Europe a misé uniquement et exclusivement sur la partie économique, commerciale, financière, et ne s'est pas réellement focalisée sur la défense. Et c'est quelque chose qui aurait dû être fait depuis longtemps. Aujourd'hui, il faut utiliser cette crise pour se lancer dans ça, bien sûr. Et il y a également le fait que, vous savez, pour les Américains, et dans une guerre, ce qui compte, c'est être présent sur le terrain. Et aujourd'hui, l'Europe envoie beaucoup de choses, des armes, de l'argent, etc., mais n'est pas présente sur le terrain. Et bien sûr, elle est présente à travers des conseillers, des consultants et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que... Présent quoi, avec des troupes. En fait, vous serez respecté par Trump et par Poutine le jour où vous aurez vous-même des troupes sur le terrain. C'est pas pour faire forcément la guerre. Pour garantir la paix ou pour être sur le front? Peu importe. Rien que d'envoyer des troupes. À partir du moment, exactement, à partir de ce moment, que ce soit les Américains ou les Russes, ils vont considérer qu'on est présent sur le terrain et donc que notre voix doit être prise en compte. Ils nous invitent à la table parce qu'on est présent militairement sur place.
je dis pas qu'on aille faire la guerre aux Russes, mais je dis qu'on soit présent. Regardez ce qui s'était passé lors de du Kosovo ou même en Syrie il y a quelque temps. Les Russes, à la dernière seconde, ont envoyé des troupes au Kosovo quand il y a eu la guerre. Les Russes ont débarqué, ils ont pris l'aéroport de la capitale du Kosovo, Pristina. Et en Syrie, on croyait qu'Assad était avec eux, etc. Ils l'ont abandonné, effectivement. Sauf que au sud, dans la région de Dera, ils sont revenus, ils sont arrivés les premiers à Damas. Ce qui compte, c'est d'être présent militairement. C'est comme ça qu'on se fait respecter quand on est une puissance. Oui, je voulais rebondir sur ce que vient de dire notre invité. Effectivement, on a le sentiment qu'il y a une pensée stratégique qui est en panne en Europe depuis, on va dire, la chute de l'Union soviétique et la fin peu glorieuse de Boris Yeltsin. On s'est dit de toute façon, avec la Russie, maintenant, on va pouvoir s'entendre, on va pouvoir faire du commerce, notamment, bien sûr, la position de l'Allemagne et de l'ex-chancelier Gerhard Schröder, du gaz pour que l'industrie allemande en profite, du gaz à bas coût. Et puis, il y a eu effectivement des épisodes de guerre qui n'ont pas vraiment été pris à la bonne mesure. Je pense à la Géorgie en 2008, quand même envahie par des troupes russes, finalement avec un accord bâclé qui entérinait les avancées de Vladimir Poutine, un accord négocié par Nicolas Sarkozy à l'époque. Et puis il y a eu effectivement, là aussi, puisque Michel Fayad évoquait la Syrie, je me souviens que cette fameuse ligne rouge de Barack Obama sur l'utilisation des armes chimiques en Syrie n'a jamais été respectée. Qu'est-ce qu'on a vu aussitôt après? La guerre. De nouveau, avec l'annexion de la Crimée, l'arrivée des petits hommes verts, donc en clair, de mercenaires russes dans le Donbass, et tout cela sans vraiment de réaction de la part des Européens. Il y a eu quelques sanctions, il y a eu ces accords de Minsk qui, on l'a vu, ont montré leur peu d'utilité et d'efficacité. Donc il semblerait quand même que l'Europe n'ait pas voulu, n'est pas pu, mais n'est surtout pas voulu voir en quoi ça se reproduise, la que la Russie Russie devenait un État, un empire, puisque c'est la réalité, c'est un empire extrêmement agressif qui avait des visées territoriales sur un certain nombre de pays, et l'Ukraine a été la première en pays. Mais là, on a quand même François Bayrou en l'occurrence, mais les dirigeants français, il y avait Jean-Yves Le Drian aussi ce matin, qui parle d'un renversement d'alliance. C'est vraiment un renversement d'alliance en ce moment, ou c'est des postures temporaires que Donald Trump utilise pour forcer la paix? Je pense qu'il faut être prudent. Je pense que ça montre surtout des Européens sidérés et non préparés, ce genre de déclaration. Vous parliez de la déclaration de la déclaration de Bratislava. Moi, je vois ça aussi comme une espèce de schizophrénie. Effectivement, à Bratislava, donc, on parle du fait qu'il faut se préparer à être indépendant. Et à la première réunion, on n'invite pas les pays d'Europe de l'Est. Vous voyez, il y a quand même une espèce de petit contraste. Il y a un excellent papier aujourd'hui du général Durieux sur ancien patron de l'IHEDN qui parle du fait qu'il y a une absence de stratégie et qui pointe d'ailleurs que même pour les dirigeants politiques, c'est très compliqué de faire de la stratégie parce que souvent ça ne se voit pas, c'est du travail en profondeur, de long terme. La tactique, c'est ce qu'on peut annoncer comme ça aux 20h ou sur les plateaux. Et c'est probablement la seule manière, la stratégie, d'avoir sur le long terme une espèce de convergence des différents pays européens qui viennent d'horizons très différents. La même chose se passe aujourd'hui sur les projets industriels. Vous parliez d'économie de guerre, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, les projets industriels, c'est très inquiétant. Pas de stratégie, pas de préparation militaire, pas d'armée commune, pas d'indépendance. Alors, on va dire que c'est ce moment de crise qui est un petit peu un moment charnière pour l'Europe, mais effectivement, on n'est pas préparé. Et je voudrais préciser ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand j'ai dit qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi, il y a Donald Trump. Alors Donald Trump, c'est un petit peu le joker, le wild card, comme on dit, qui effectivement aujourd'hui est très inquiétant parce qu'il semble il reprenait l'argument de Poutine que l'Ukraine aurait démarré la guerre, ce qui est évidemment totalement faux. Il a également cité qu'apparemment Zelensky n'aurait que 4% d'approbation dans les sondages, alors qu'on est à 57%. Donc on est vraiment dans la reprise totale de la propagande. Mais quand vous regardez les États-Unis, certes le président est très fort, mais on va dire tout ce qui est l'appareil militaire stratégique, lui, il martèle depuis pas mal d'années qu'effectivement les Européens
ne font pas leur boulot. Et comme vous le disiez, on a loupé les 3 dernières années, peut-être pas pour envoyer des troupes au sol, parce que je pense que là, il faut vraiment vérifier toutes les conséquences que ça pourrait avoir. Je ne disais pas pour me battre, je disais juste pour montrer... Oui, sauf que si vous êtes au sol et que vous avez des Russes qui vous attaquent, qu'est-ce qui se passe? Vous avez peut-être vu hier, ou avant-hier, le secrétaire d'État à la Défense américain disait, nous, on est pour des troupes au sol européennes, mais évidemment hors cadre OTAN, ce qui voudrait dire hors si elles sont article attaquées, 5. il n'y a pas d'article 5. Donc l'OTAN n'intervient pas. Donc évidemment, voilà, pour les États-Unis, on rase gratis, c'est la meilleure option. Pour nous, c'est quand même probablement une sacrée aventure. En tout cas, il faut qu'elle soit pensée. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a fait des grandes déclarations. Aujourd'hui, nos dépenses militaires, elles sont stables. Les Allemands, elles sont même un petit peu en baisse. Est-ce qu'on a véritablement armé les Ukrainiens comme on aurait pu le faire? Non, on a chaque fois été... Mais l'administration Biden a fait la même chose. Elle a hésité pendant 1 an et demi sur les F-16, puis on a rajouté... En fait, on n'a jamais donné les moyens à l'Ukraine, à minima, de tenir très fort. De gagner, c'est probablement très difficile, mais en tout cas, de tenir très fort. On a toujours été dans... le lundi matin, on se réveille sur, comme on dit aux États-Unis, on se réveille sur le match du dimanche après-midi. Non, moi, je suis très sévère parce que je pense qu'on a un manque de stratégie. J'espère juste que cette fois-ci, l'Europe réussira à savoir pourquoi on fait ça. Et c'est là où je dis notre camp, c'est celui des démocraties. Et ce n'est pas le camp des pays autoritaires. S'il y avait un message à faire passer vis-à-vis de nos populations, c'est celui-là. Pour ça, je pense qu'il ne faut pas faire de... Même si aujourd'hui on est très énervé par Trump, il ne faut pas commencer à attiser ce qui, chez nous en France, est quand même un petit relent, c'est l'anti-américanisme primaire. Parce que c'est pas bon. C'est le plus inquiétant, Yves Doutrillo, c'est cette absence de stratégie, selon vous, ou pas? Oui, je suis largement d'accord. On voit bien qu'on est un peu surpris alors qu'on aurait pu s'y préparer à l'avance. Simplement, une fois qu'on dit qu'on aurait pu se préparer à l'avance, c'est évident qu'on ne peut pas reconstituer une industrie d'armement et de fort budget militaire en l'espace de, j'allais dire, quelques mois. Hein. Donc c'est un long processus. Alors simplement, on a beaucoup critiqué la stratégie européenne, mais de l'Union européenne, il faut quand même reconnaître, alors on se moquait tout à l'heure du 16e train de sanctions, mais il y a quand même des sanctions qui ont été prises. Et sur le plan militaire, il faut quand même rappeler que les traités ne prévoyaient pas la possibilité pour l'Union européenne de faire des dons en armes un pays agressé, à savoir l'Ukraine. Tout ça, on l'a inventé en 2022-2023. Donc on part quand même d'une Union européenne, comme c'était dit par vos invités sur le plateau, qui était économique et financière, à une Union européenne qui commence tout doucement à devenir une union compétente en matière de défense. Donc c'est quand même une sorte de bouleversement tranquille qui s'est fait à l'occasion de ces événements dramatiques de l'Ukraine. Et alors maintenant, il faut faire effectivement beaucoup plus. Alors est-ce qu'on en a la capacité? Bon, on a parlé de la Hongrie, de la Slovaquie qui sont dans le camp des non, mais il y a quand même une très grande majorité d'Européens et de pays en dehors de l'Union européenne qui peuvent travailler ensemble, compte tenu de ce que sont maintenant les États-Unis de M. Trump pendant au moins les 4 années qui viennent, avec un certain moindre intérêt pour l'OTAN. Il n'y a pas de bouleversement, ils ne vont pas sortir de l'OTAN, mais on voit bien que M. Trump n'a pas trop confiance dans cette organisation multilatérale. Et donc, il faut que dans cette organisation multilatérale, je pense que tout à l'heure, on a parlé de piliers européens au sein de l'OTAN. Ça fait là aussi des décennies qu'on parle de ce pilier européen au sein de l'OTAN. Il faudrait qu'enfin on le constitue. Mais c'est une vraie question, ça, Michel Fayad. Est-ce que, même s'il y avait la volonté, on en serait capable? En Europe, je dis pas qu'en France. Disons, on a quand même les moyens finalement, parce qu'on dit qu'on n'a pas les moyens, mais de l'autre côté, moi je suis pas d'accord sur l'histoire qu'on n'a pas envoyé de l'argent à l'Ukraine, parce qu'on a aidé l'Ukraine en envoyant des milliards et des milliards. Donc, plus que les Américains. Exactement. Donc ces milliards qui ont été envoyés à l'Ukraine, si on a été capable de les mobiliser pour l'Ukraine, on doit pouvoir les mobiliser aussi pour l'Union européenne en tant que telle. Et je pense aussi qu'il faut qu'on fasse attention à pas juste dépeindre la Russie comme le mal absolu et l'Ukraine comme le bien absolu, ce que Zelensky, il y a quelques heures, a déclaré qu'il serait président jusqu'à l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN et dans l'Union européenne. Donc, c'est pas très démocratique, ce genre de déclaration. Et il est aussi important pour nous, les Européens, de dire à Zelensky que c'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est on termine son mandat,
on va sur des élections, on se fait remplacer ou on se fait réélire. Mais pas on reste président jusqu'à l'intégration à l'OTAN ou l'Union européenne. Imaginez-vous si Netanyahou déclarait « Tant que le Hamas existe, je suis Premier ministre d'Israël ». Toute l'opinion publique lui tomberait dessus. Donc il y a des choses où on doit nous affirmer davantage en tant qu'Européens et je pense que c'est ainsi qu'on se fera aussi respecter. On n'est pas seulement les donneurs de chèques, ni par rapport aux Ukrainiens, ni même par rapport aux Américains, parce que comme vous le dites, on paye plus que les Américains, contrairement à ce que Trump dit. D'ailleurs, c'est un parallèle avec le Proche-Orient où je pense qu'on contribue beaucoup plus que les Américains, mais on est inexistant en termes politiques sur place. Donc là-dessus, je partage votre point de vue sur ça. Peut-être quand même une chose, je rappelle que les Ukrainiens comme les Russes, malheureusement, ont fait passer leur production de drones, pour être sur quelque chose de tout à fait concret, de 140 000 à apparemment plus d'1 million entre 2023 et 2024. Donc, alors, ils sont certes au cœur de la guerre entre les deux belligérants, mais aujourd'hui, nous, notre production de guerre, elle est à plus 28% en France. On n'aurait peut-être pas pu faire x10, mais je rappelle quand même que les États-Unis, quand ils sont rentrés en guerre entre 41 et 42, ont fait x10 sur leur production, donc, et x100 à la fin de la guerre. Donc non, on n'a pas pris, je pense, la mesure du danger. Parce qu'on n'a pas impliqué les populations et parce que probablement on n'a pas eu la vision. C'est là où je suis très sévère vis-à-vis des sanctions européennes, qui en plus sont des sanctions, pour la plupart, qui sont hautement symboliques, mais qui ont un effet boomerang. Certaines sanctions, notamment, ont en fait augmenté le trésor de guerre russe parce qu'ils ont augmenté les prix de certaines matières premières. Et on a soigneusement évité celles qui nous font mal, du type certains métaux ou certains combustibles. Donc, attention quand même à ne pas se... Je pense qu'on se fait beaucoup d'illusions et qu'on est beaucoup dans la posture. Si véritablement on voulait le faire, on imposerait à notre industrie et on lui donnerait des commandes et on ne demanderait pas aux industriels de faire x2 sans commande et de ne pas changer radicalement notre capacité industrielle. Et on demanderait aux pays d'Europe de l'Est d'acheter français, d'acheter allemand, d'acheter européen et non pas d'aller se fournir en armes du côté américain. Oui, mais encore faut-il qu'on ait les Polonais, par exemple, ont acheté certains de leurs tanks en Corée, ce qui n'est pas pour faire... Enfin, ils n'ont aucun intérêt stratégique à se fournir auprès de la Corée, comme ils en auraient en se fournissant auprès des États-Unis. C'est tout simplement que notre capacité de production de Rheinmetall, de KNDS, n'était pas à la hauteur, parce qu'on ne sait pas faire du x5. Là-dessus, je pense qu'on a une vraie mobilisation économique, et c'est peut-être pas les industriels classiques de la défense seulement qu'il faut mettre à contribution, c'est ceux qui ont permis l'économie de guerre aux États-Unis dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est par exemple l'industrie automobile. Mais pour ça, il faut des décisions très fortes, très stratégiques, très courageuses. Bon, beaucoup de déclarations ces dernières heures. On a beaucoup entendu Donald Trump, les mots rapportés aussi de Vladimir Poutine, le Kremlin, Volodymyr Zelensky qui répond. Comment tout cela, comment toutes ces prises de parole, comment ces rencontres aussi entre dirigeants russes et américains ont été perçues et sont perçues en Ukraine. Regardez, c'est notre envoyé spécial Anaïs Anquet sur place en Ukraine. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que les Ukrainiens, depuis quelques jours, sont sidérés. Des habitants nous disent même qu'ils n'arrivent plus à dormir, notamment depuis ce coup de téléphone entre Vladimir et Donald Trump. Des habitants qui ont l'impression de vivre dans un monde parallèle, qui sont particulièrement choqués par les derniers propos du président américain qui a affirmé hier que Volodymyr Zelensky ne serait qu'à 4% d'opinion favorable dans les sondages, ce qui est totalement faux. Le président ukrainien est à plus de 50% d'opinion favorable ici en Ukraine. Des habitants également qui s'inquiètent, qui ont le sentiment que les États-Unis, je cite, sont en train de se faire berner par la Russie, qui nous explique qu'il ne faut pas croire Vladimir Poutine quand celui-ci affirme vouloir mettre un terme à la guerre, vouloir la paix. Tous nous rappellent notamment les accords de Minsk. Ils nous disent tous, regardez ce qui s'est passé quelques années après. La Russie nous a à nouveau attaqués, cette fois-ci dans une guerre d'une ampleur beaucoup plus intense. Enfin, ici, toute l'Ukraine demande à Volodymyr Zelensky de continuer à se battre pour que l'Europe s'investisse et pèse dans les négociations. Voilà, Naïs Anquet en Ukraine, c'est ça, Huguette. Si on parle de tout ça en ce moment, c'est aussi parce que Donald Trump a eu des propos récents qui ont choqué. Oui, alors on va en citer deux. L'Ukraine est responsable de la guerre, pour faire court.
et Volodymyr Zelensky refuse les élections. Or, il n'est absolument pas populaire. Il n'a que 4% d'opinion favorable. Alors, pour le premier terme, évidemment, ce n'est pas l'Ukraine qui a voulu la guerre, même, et c'est le narratif russe d'ailleurs, c'est oui, l'Ukraine voulait intégrer l'OTAN, donc évidemment, c'était une menace existentielle pour la Russie, donc la Russie a été obligée d'entrer en guerre. Ça, c'est typiquement le narratif russe, donc qui est repris quasiment mot pour mot par Donald Trump, et puis Volodymyr Zelensky, seulement 4% d'opinion favorable, c'est déjà factuellement totalement faux, puisqu'il bénéficie encore de 54% d'opinion favorable, c'est très très loin évidemment de l'approbation, du plébiscite de la population vis-à-vis de lui au tout début de la guerre. On était à 90-92% d'approbation. Évidemment, il y a l'usure. Évidemment, il y a les maladresses de Volodymyr Zelensky. Évidemment, il y a parfois des expressions, comme vous avez souligné à l'instant, sur le fait que Zelensky resterait bien au pouvoir jusqu'à son intégration dans l'Union européenne. Donc oui, il y a les failles. Il faut voir que c'est un homme qui est usé par 3 années de guerre et qui commet effectivement, depuis quelque temps, certaines erreurs. Mais moi, ce que je vois aussi, c'est pour avoir écouté Donald Trump longuement dans ses meetings, le problème, en fait, la réalité, c'est que Donald Trump, c'est pas cohérent en général ce qu'il raconte. Il part dans des digressions sans fin, c'était des meetings de 2 heures, ça parlait de l'Ukraine pendant 2 minutes, puis après ça partait sur des diatribes anti-immigrés, etc. Moi, est-ce que c'est pas Marco Rubio qu'il faut écouter ? Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'effectivement, il y a toute une diplomatie américaine où il y a des gens, des sachants, entre guillemets, qui se disent où est-ce qu'il nous emmène, Donald Trump ? Il nous raconte quand même à peu près n'importe quoi. Mais c'est quand même, in fine, lui qui est censé décider du sort de l'Ukraine et des relations qu'il veut entretenir avec la Russie plus tard. Et puis, il y a un autre aspect de Donald Trump aussi qui a été souligné à la marge par Marco Rubio hier à l'issue de sa rencontre avec les Russes, c'est Donald Trump n'est pas patient. Oui, ça on l'a compris, qu'il veut effectivement conclure au plus vite un accord, ne serait-ce que pour dire à ses électeurs, vous voyez, je vous l'avais promis, ça y est, la guerre est terminée, moi j'ai tout réglé, non plus en 24 heures, mais peut-être en 100 jours. Le problème, c'est que la diplomatie, elle nécessite de la patience, et qu'en face de lui, ou en face des Américains, il y a des Russes qui, eux, sont maîtres dans l'art de la patience, de faire lanterner, de faire venir les choses lentement, et elles sont venues tellement rapidement en leur faveur que là, ils n'ont plus qu'à attendre que le fruit tombe complètement mûr. Et Michel Fayad, on peut imaginer qu'on en vienne, c'est le thème de ce débat finalement, à la fin d'une alliance atlantique ou pas ? Non, je suis d'accord. Je ne pense pas que l'Europe, les États-Unis quitteront l'OTAN. Je pense que les États-Unis resteront dans l'OTAN. Mais par contre, l'aspect financier va changer parce que les États-Unis ne veulent plus être les principaux contributeurs. Ils veulent que l'Europe mette la main à la poche. Puis il faut bien comprendre, quand vous parliez avant du renversement d'alliance, aujourd'hui, pour les États-Unis, l'ennemi, c'est la Chine. L'adversaire à abattre, c'est la Chine. Et donc, l'Europe doit s'intégrer par rapport à ce nouveau monde où il y aurait les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre. Et Trump, en fait, quand il se rapproche de la Russie, c'est pas parce qu'en fait, il ne voit pas que la chose au niveau ukrainien, il voit également la chose par rapport à la Chine. Il veut arracher la Russie pour la mettre dans son camp face à la Chine. En même temps, la Chine n'a pas l'air d'apprécier particulièrement cette espèce de duopole ou de discussion entre les deux. Ça la place un petit peu en troisième rideau, alors qu'elle se voit évidemment comme partenaire numéro 1 des États-Unis avant peut-être de la supplanter plus tard. Oui, puis ce qui est drôle aussi, c'est que la Chine a proposé à l'Europe de l'aider en termes de défense et de sécurité. Donc en fait, il y a ce renversement d'alliance et l'Europe doit savoir se placer. Est-ce qu'elle veut être du côté américain ou du côté chinois ? Parce que le nouveau monde, entre guillemets, les nouvelles relations internationales, en tout cas avec Trump au pouvoir, vont s'inscrire dans cette rivalité entre Américains et Chinois. André Le Scrou-Pietri, fin d'une alliance atlantique ou pas ? Non. Bien malin celui qui peut prédire l'avenir, mais aujourd'hui, que ça soit du point de vue stratégique ou du point de vue même transactionnel, ça n'a aucun intérêt pour les États-Unis de quitter l'OTAN, qui est quand même aussi une manière pour eux de répartir la charge par rapport aux enjeux qu'il y a en Europe. Mais ce qui est clair, il faut vraiment qu'on se le dise, et je trouve qu'on a vécu dans l'illusion pendant trop longtemps, quand 70% des dépenses sont couvertes par les États-Unis d'une alliance qui est d'abord faite pour protéger le continent européen, il est absolument normal, et ça c'est un discours qu'on aurait dû entendre et qui aurait peut-être évité le côté maintenant un peu irrationnel de Trump qui
voilà, on sent bien qu'il y a une espèce de frustration qui remonte. Sur la Chine, je partage tout à fait votre point de vue. Il y a cet aspect qu'on essaye de dissocier cette alliance sans limite, tel que les propos de Xi Jinping et de Vladimir Poutine entre les deux pays. Alors, je pense que probablement, Trump joue un petit peu avec le feu en faisant ça, mais c'est peut-être aussi comme ça qu'il faut le lire et peut-être pas tout de suite surréagir en tant qu'Européen. Voilà, vous voyez l'image en direct pendant que vous parlez, c'est à l'Élysée où le président par intérim roumain Ilie Boloyan doit être reçu donc par Emmanuel Macron d'une minute à l'autre avant cette visioconférence avec d'autres chefs d'État et de gouvernement. Merci à tous les quatre, Yves Doutrillo, Hugues Huet, André Loscru-Pietri et Michel Fayad d'avoir décrypté cette situation. Vous restez avec nous, évidemment, on continue d'en parler sur France Info.